sommes ravis de vous retrouver ce soir pour ce troisième temps autour de la question de Molière, la censure et l'autocensure. Pour le premier temps, c'était donc l'intervention de Georges Forestier, que vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà retrouver en ligne sur le site de l'Opération Molière. Alors, enfin, l'enregistrement de son intervention est sur le site. Si certains d'entre vous n'avaient pu y assister, je ne me souviens plus exactement qui était là. La deuxième intervention était celle de Béatrice Picon-Vallin, qui avait en particulier parlé de la façon dont certains metteurs en scène russes s'étaient saisis de Molière pour dénoncer la censure, et je pense en particulier au moment de l'Union soviétique. Et donc, avec ce soir, l'intervention de Sever Martineau-Lagarde, qui va nous parler de la question de l'obscène chez Molière. Nous, évidemment, on peut penser tout de suite à l'École des femmes, dont on avait parlé déjà à plusieurs reprises, que ce soit dans le cycle sur les femmes ou dans, justement, avec l'intervention de Georges Forestier. Donc, je ne voudrais pas commencer à trop parler, évidemment, de ces éléments de l'obscène, mais bon, on peut évidemment penser à la scène du ruban, qui a fait beaucoup couler d'encre et à laquelle, d'ailleurs, Molière lui-même avait répondu dans la critique de l'École des femmes, aux fameuses maximes, et en particulier la première maxime dans l'acte 3 de la scène 2, je ne développerai pas, ou encore à une intervention d'Alain à Georgette sur la femme est en effet le potage de l'homme, et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui veulent de sa soupe aller tremper les doigts, il en montre aussitôt une colère extrême, mais je ne développerai pas plus. Donc je vais laisser la parole à Sever pour nous parler de cette obscène chez Molière. Oui, merci Philippe. Donc, je remercie Philippe et Stéphanie qui m'ont demandé de faire cette intervention sur Molière et l'obscène. Et je vous précise pour commencer que si Philippe m'a demandé ce sujet, c'est parce qu'en fait, ça fait 1 an que je travaille sur le thème de l'obscène, qui est au programme en fait du concours de Normal Sup en études théâtrales, donc pour les sessions 2021 et 2022. On pourrait commencer par se demander si le mot obscène est excessif pour parler du théâtre de Molière. Parce qu'en fait, il n'y a pas dans le théâtre de Molière d'exhibition phallique comme chez Aristophane, ni même de scènes de viol, de torture ou de cannibalisme comme chez Shakespeare ou Sarah Kane. Mais en fait, le sujet Molière et l'obscène est quand même pertinent, car Molière passe pour avoir introduit le mot obscénité dans la langue française, dans un passage de la critique de l'École des femmes, en 1663, que je vous montre tout de suite. C'est justement à propos de la scène du leu, la prude Climène qui dit, à propos du leu, il a une obscénité qui n'est pas supportable. Comment dites-vous ce mot-là, madame? Obscénité, madame. Ah, mon Dieu, obscénité. Je ne sais ce que ce mot veut dire, mais je le trouve le plus joli du monde. En fait, comme le souligne la réplique d'Élise, obscène et obscénité sont des mots qui sont très rares au XVIIe siècle et qui ne vont rentrer dans la langue française de façon courante qu'au XVIIIe siècle. À l'époque, on parle plutôt d'ordures ou de choses sales, lascives ou encore déshonnêtes. Alors bien sûr, Molière n'a pas inventé le mot obscène. C'est un néologisme qui est calqué du latin obscenus, qui s'est introduit en français à l'occasion des querelles sur la moralité de la peinture et du théâtre qui ont agité l'Europe à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. En effet, les crises religieuses du XVIe siècle ont favorisé l'émergence de courants religieux rigoristes, aussi bien chez les protestants que chez les catholiques, qui considéraient que toute représentation picturale ou théâtrale est un scandale au sens religieux du terme, c'est-à-dire ce par quoi le péché arrive. Et donc, face à cette condamnation radicale de la représentation, les théologiens de la Contre-Réforme ont pris la défense de la peinture et du théâtre, mais en affichant leur volonté de le réformer. Autrement dit, ils ont affirmé la valeur esthétique et l'utilité morale de la représentation, à condition que les peintres et les auteurs de théâtre purgent leurs œuvres de toute représentation déshonnête. Donc les puritains qui veulent l'interdiction pure et simple du théâtre, comme ce qu'a fait Calvin à Genève à partir de 1541 ou Cromwell en Angleterre à partir de 1642, ils n'ont pas besoin de néologisme pour condamner le théâtre. Le théâtre est scandaleux, puis c'est tout. Et donc ce sont les réformateurs qui, pour identifier les passages qu'il fallait expurger de la scène, ont progressivement ajouté l'adjectif obscène à tout un champ lexical qui incluait déjà lascif, déshonnête, impur, immodeste, etc. Alors toutes ces vitupérations des puritains n'ont pas empêché qu'ils se publient
ou qu'il se représente des obscénités. Par exemple, au début du XVIIe siècle, en France, on publiait un très grand nombre de recueils de poèmes érotiques et même pornographiques à bas prix, et les acteurs ne se privaient pas de jouer sur scène de l'érotisme. Mais il y a deux événements qui ont mis fin aux audaces des auteurs et des acteurs. Et le premier, c'est le procès de Théophile de Viau en 1623. Théophile de Viau a été emprisonné, soumis à un procès qui a duré près de 2 ans et condamné au bûcher. Alors, il n'a pas été brûlé, mais on l'a brûlé en effigie à cause d'un poème qui parlait de la syphilis, de l'onanisme et de la sodomie, ce qui était paru dans une anthologie intitulée Le Parnasse des, voilà, je vous l'ai mis là, Le Parnasse des poètes satiriques. Et donc, c'est une édition pirate, en fait. Il n'avait pas donné son accord et il a tout de suite protesté contre cette publication, mais le mal était fait. Et donc, les mésaventures de Théophile de Viau ont durablement imposé l'autocensure aux auteurs au XVIIe siècle. Le deuxième élément, c'est la déclaration de Richelieu en 1641, qui sert à mettre fin à une querelle sur la moralité du théâtre, et qui s'appelle la Déclaration de Louis XIII sur les théâtres, qui impose aux dramaturges d'expurger leurs œuvres de toute obscénité. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus montrer sur scène, comme l'avait fait Corneille dans Clitandre, un homme et une femme qui sont dans un lit et qui parlent poétiquement du désir qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Donc en fait, le concept d'obscène est essentiellement un argument de censure. Alors pour terminer cette introduction, je vais essayer de définir l'obscène, parce que c'est un concept flou, comme l'indique l'Élise de Molière qui dit « je ne sais ce que ce mot veut dire ». Et en fait, c'est un concept flou parce que les théologiens qui l'utilisent ne peuvent pas le définir. Parce que s'ils le définissent, eh bien, ils se mettent à écrire eux-mêmes des obscénités, donc à être objet de scandale, de source de péché. Donc, pour aller vite, je dirais que l'obscénité concerne essentiellement les tabous qui entourent le corps humain dans 3 domaines, la scatologie, la sexualité et la violence exercée sur les corps, en particulier la torture et la mort violente, qui plaît beaucoup dans la tragédie de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Donc, le tabou de la violence au sein de la communauté, c'est plutôt le ressort de la tragédie qui met en scène le parricide, l'inceste, le fratricide ou l'infanticide. Par contre, la transgression des tabous sexuels et scatologiques, c'est le domaine de la comédie, comme l'atteste le théâtre d'Aristophane. Je vous ai mis ici quelques représentations de comédie ancienne, mais aussi le théâtre de Plaute ou le théâtre médiéval. Alors là, je ne vous ai pas mis de farce, mais je vous ai mis le mystère de Sainte Apolline, donc du théâtre religieux, et vous voyez à gauche un fou, donc Saint Paul du Pêcheur, qui montre ses fesses à la pauvre martyre, la sainte qui se fait torturer sous nos yeux, Sainte Apolline. Et puis évidemment, la farce italienne de la Renaissance, que nous appelons la Commedia dell'arte, avec ici des représentations célèbres de Jacques Callot, qui nous rappellent la place de l'obscénité dans cette tradition théâtrale. Donc voilà, pour Molière, je vais parler essentiellement de transgression comique, donc un peu de scatologie et beaucoup de grivoiserie. Et je vous propose de le faire en 3 parties. Donc, on va voir d'abord comment Molière réutilise les procédés grivois traditionnels de la farce, puis comment Molière innove dans l'obscène et pousse très loin la provocation dans l'École des femmes et dans Tartuffe, et enfin, quels sont les enjeux de l'obscénité chez Molière. Alors, avant de commencer, je vous cite juste mes sources essentielles, qui sont le livre de Michel Jeanneret, Eros rebelle, qui est paru au Seuil en 2003, le livre de François Le Cercle, L'œil oblique, qui est paru chez Droz en 2020, c'est tout récent, et puis 2 volumes de la revue Littérature classique, sous la direction toujours de François Le Cercle et de Clotilde Touret, qui ont été publiés en 2019 et qui sont consacrés à la haine du théâtre, controverse européenne sur le spectacle. Donc, ces questions d'opposition entre les théâtrophobes et les partisans du théâtre. Donc, je commence. Molière et la tradition théâtrale grivoise. Et je commence par une première question qui est: le théâtre de Molière est-il chaste? Et alors, la critique d'inspiration classique, qui a longtemps régné en France sur les études littéraires, divisait, vous savez, la production théâtrale de Molière en 2 groupes. D'un côté, les farces populaires de ses débuts, dans lesquelles on n'est pas étonné que Molière, comme le lui a reproché Boileau,
utilise des mots sales et bas pour charmer la populace, et puis la production des chefs-d'œuvre classiques comme le Misanthrope, qui appartiennent à la grande comédie et dans lequel Molière aurait atteint la perfection en renonçant aux facilités de la farce, en donnant une profondeur psychologique à ses personnages et puis en utilisant une langue qui atteindrait le summum de l'élégance et donc de la chasteté. Cette distinction, on le sait, est totalement discutable. Et du coup, je vous propose d'examiner la chasteté des grandes scènes d'amour de Molière, apparemment purement sentimentales, en regardant d'abord deux versions de la première scène de l'Avare, dans laquelle Élise voit en cachette Valère et exprime l'inquiétude qu'elle a d'avoir engagé sa foi un peu vite en lui signant une promesse de mariage sans avoir le consentement de son père. Alors, je commence par une mise en scène très classique, celle de Jean-Paul Roussillon, la Comédie Française en 1969, avec Ludmilla Michael dans le rôle d'Élise. Ça va être plus grand. C'est quoi, charmante Élise? Vous devenez mélancolique? Après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner, de votre foi? Je vous vois soupirer. Hélas, au milieu de ma joie, est-ce du regret? Dites-moi, de m'avoir fait heureux. Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Non, Valère. Je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraînée par une trop douce puissance et je n'ai même pas la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude. Et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Et que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Et plus que tout, Valère, le changement de votre cœur. Et cette froideur criminelle dont ceux de votre sexe pèlent plus souvent les témoignages trop ardents d'une innocente amour. Oh, ne me faites pas ce tort de juger de moi par les autres. Soupçonnez-moi de tout, Élise. Plutôt que de manquer à ce que je vous dois, je vous aime trop pour... Voilà, je m'arrête là, je passe à la deuxième mise en scène. Donc, hop, celui-là, on peut l'arrêter. La deuxième mise en scène que je vous propose, c'est celle qui se trouve sur le site Cyrano Éducation, donc la mise en scène de Ludovic Lagarde à la Comédie de Reims en 2014. Alors, est-ce que vous voyez mon écran là ou pas? Vous êtes en train de partager votre écran, donc ça devrait marcher. Est-ce que c'est bon là? C'est bon, hein, c'est bon. Parfait, je continue. Et quoi, charmante Élise? Vous devenez mélancolique? Après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi? Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret? Dites-moi, de m'avoir fait heureux. Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Non, Valère. Je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraînée par une trop douce puissance, et je n'ai pas même la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude, et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Voilà, je m'arrête là. Alors, toc toc, j'ai fermé ça. Que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés? Voilà. Je reviens ici. Où est-ce qu'on est? Oui, alors je reviens. Non, je reviens pas. Donc, en fait, le contraste entre ces deux visions de Molière est tout à fait saisissant. Et c'est sûr que la deuxième mise en scène aurait été totalement impossible à l'époque de Molière. Et on ne peut pas être totalement sûr que Molière avait dans cette scène des intentions grivoises.
En même temps, c'est quand même très probable. Ce qui est intéressant dans la mise en scène de Ludovic Lagarde, c'est d'abord qu'elle illustre le pouvoir de la mise en scène. C'est-à-dire qu'il suffit de changer la situation dans laquelle un texte est prononcé pour que le texte change complètement de sens. Comme on le voit ici, avec les expressions très classiques, comme m'avoir fait heureux, ou les bontés que vous avez pour moi, m'être engagé un peu trop loin dans ma foi, etc., qui tout d'un coup prennent un sens érotique. Donc en fait, Ludovic Lagarde fait éclater tout le substrat érotique qui est dissimulé derrière la langue la plus classique et la plus abstraite, c'est-à-dire la plus éloignée apparemment de l'obscénité. Et donc il démontre à quel point il est facile au théâtre de subvertir la langue classique. Et il montre aussi que derrière toute scène d'amour apparemment chaste et sentimentale, le corps et ses désirs ne sont jamais très loin. Alors je vous propose une deuxième petite comparaison, comme ça, c'est dans l'école des femmes, la scène 2 de l'acte 1, quand Arnolphe frappe à la porte de chez lui et qu'il est confronté à Alain et Georgette, qui tardent à lui ouvrir. Alors je commence par la mise en scène de Didier Besace à Avignon en 2001 avec Pierre Arditi, que vous voyez là. Voilà, je vous le mets. Est-ce que c'est bon? Oui? Parfait. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Qui heurte? Ouvrez, on aura, que je pense, grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Qui va là? Moi. Georgette! Eh bien! Ouvre, là-bas! Vas-y, toi! Vas-y, toi! Ma foi, je n'irai pas! Je n'irai pas aussi! Belle cérémonie pour me laisser dehors. Oh là-haut, je vous prie! Qui frappe? Votre maître! Alain! Quoi? C'est monsieur! Ouvre vite! Ouvre, toi! Je souffle notre feu! J'empêche, père du chat, que mon moineau ne sorte. Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura point à manger depuis de 4 jours. Oh! Par quelle raison il veut... Voilà, donc la mise en scène de Didier Besace et maintenant celle de Jacques Lassalle. Donc ça c'est à l'Athénée en 2011, elle est aussi sur Cyrano Éducation. Alors ça, je l'ai vu. Hop, je vous la montre. Ma foi, Avec je une tiens ouverture. de toutes les manières. Là, il y a les murs qui vont s'ouvrir. Est un peu blessé sur certaines matières. Chose étrange de voir comme avec passion, un chacun est chaussé de son opinion. Voilà! Qui est... Ouvrez! Il aura que je pense, grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Qui va là? Moi! Eh bien! Ouvre la porte! Vas-y, toi! Vas-y, toi! Ma foi, je n'irai pas! Oh, je n'irai pas! Belle cérémonie pour me laisser dehors! Oh là-haut, je vous prie! Qui frappe? Votre maître! Alain! Quoi? C'est monsieur! Ouvre vite! Ouvre-toi! Je souffle notre feu! J'empêche le père du chat que mon moineau ne sorte! Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura point à manger depuis de 4 jours. Ah! Voilà. Donc tout à l'heure, on avait deux versions, une version sentimentale et une version farcesque. Là, on a deux versions farcesques. Mais il y en a une des deux qui est sexuelle et pas l'autre. Alors du coup, est-ce que Jacques Lassalle est un obsédé? Et est-ce qu'il rajoute du sexe là où il n'y en a pas? Et en fait, bah non. Ce que fait Didier Besace, c'est qu'il met en scène le sens explicite de la scène. Alain et Georgette sont occupés chacun de leur côté, c'est pour ça qu'ils parlent aussi fort, ils se parlent à grande distance, et chacun compte pour l'autre pour aller ouvrir la porte parce qu'ils sont des serviteurs paresseux. Jacques Lassalle, lui, il met en scène le sens caché de la scène. C'est-à-dire que Arnolphe arrive à l'improviste, au petit matin, et Alain et Georgette sont au lit en train de faire l'amour. C'est pour ça qu'ils n'ouvrent pas, et c'est pour ça on les voit ici qui prennent du temps parce qu'ils doivent se rhabiller. Et en fait, c'est une réplique d'Alain
qui nous l'explique. J'empêche, peur du chat, le chat c'est le sexe féminin, que mon moineau ne sorte. Et là, je vous laisse traduire. Donc, Molière utilise, pour créer de l'obscène, le procédé tout à fait traditionnel de l'équivoque. On en a vu 2 exemples, avec les métaphores, comme celle du chat et du moineau, ou simplement l'exploitation du vocabulaire classique qui est tellement vague qu'en fait, le spectateur peut y mettre et comprendre ce qu'il veut. En particulier, s'il a l'esprit mal tourné, y voir des choses sexuelles. Et pour créer ces équivoques, Molière utilise le plus souvent des situations qui favorisent l'équivoque. Il y en a 3 principales. La première, c'est le travesti, c'est-à-dire la jeune fille qui a pris l'apparence d'un homme. La deuxième, c'est l'obsession du coquillage. Et la troisième, c'est le thème de la jeune fille malade d'amour. Alors, je vais développer que le troisième, c'est-à-dire la confrontation du médecin et de la jeune fille malade d'amour, que ce soit une vraie maladie ou une maladie feinte, et confrontation qui en fait sert à susciter tout un monde de fantasmes gynécologiques. Par exemple, dans L'amour médecin, Lucinde, qui est privée de son amant par un père autoritaire, feint de tomber en dépression. 4 médecins sont appelés à son chevet, ils disputent sur le remède, mais ils s'accordent sur la cause du mal. Hop, le voilà. C'est M. Macroton qui en donne la version la plus claire. Cette vapeur est causée par des humeurs putrides, tenaces et conglutineuses qui sont contenues dans le bas-ventre. La cause du mal, en fait, c'est l'hystérie. Cette maladie, qui, selon la médecine de l'époque, provient du fait que les femmes, tout comme les hommes, produiraient de la semence, et qu'une femme qui reste vierge trop longtemps laisserait s'accumuler et pourrir cette substance dans sa matrice. Et du coup, l'hystérie suscite toutes sortes de fantasmes érotiques, puisqu'il suggère le thème de la femelle en chaleur hantée par le désir du mâle, mais aussi parce qu'il n'y a qu'un seul remède à ça, il y a plusieurs versions du remède, mais le remède revient toujours à déboucher les orifices féminins. Alors on trouve cette situation dans Le médecin volant, à la scène 5, lorsque Sganarelle, déguisé en médecin, vient voir Gorgibus et réclame de l'urine de la jeune fille pour fonder son diagnostic. Et il ne se contente pas d'examiner l'urine, il la boit, provoquant évidemment la réaction de dégoût de Gorgibus qui s'écrie « Et quoi, monsieur, vous l'avalez ?» Il n'y a aucune didascalie, mais il n'y a aucune didascalie, mais Molière réutilise en fait un lazzi très connu de la Commedia dell'arte, et je ne vais pas vous l'expliquer parce que j'ai une mise en scène de Dario Fo à la Comédie Française qui est absolument magnifique en 90. Oui, alors je suis désolé, ma version n'est pas très très bonne parce que c'est pris à l'origine c'est une cassette VHS qui a été numérisée, et puis en plus je l'ai beaucoup montré en classe, donc ça s'est un peu abîmé. Donc je vous la montre. C'est parfait, monsieur Gorgibus. Oui. Y aurait-il moyen de voir de l'urine de l'écrotance? Ah oui, Sabine, allez vite guérir de l'urine de ma fille. Ah, monsieur le médecin, j'ai grand peur, mais grand peur qu'elle ne meure. Comment? Ah, qu'elle soit en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du docteur. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Oh. Oh. Elle n'est point tant mauvaise pourtant. Et quoi, monsieur, quoi? Vous l'avalez? Ne vous étonnez point de cela, les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Et moi, qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Oh, parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Oh. Voulez-vous goûter? Ah non, merci, Jacques. N'avez pas le goût si subtil. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on
encore pisser. Vite, Lucille, Bresson. Il y aurait bien celle de ce matin, encore toute fraîche. Eh bien, qu'attends-tu, va la chercher. J'ai bien eu la peine de la faire pisser. Que cela? Voilà bien une fois, on peut faire pisser copieusement. Copieusement. Si tous les malades pissent de la sorte. Je veux être médecin toute ma vie. Vite, Lucille, Bresson. Vite, Lucille, Bresson. Et voilà, encore plus frais que ce matin. Ah, mais non, la tournée. Oh, monsieur Gorgibu. Oui. Pas trop si, une piste d'égout. Et qui puis-je, monsieur Kim? Voilà une pauvre pisseuse de votre fils. Une pauvre pisseuse et qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. Une potion pissative. Y a-t-il pas moyen de voir la malade? Hop, voilà. Si je reprends cette mise en scène, évidemment, elle joue sur la scatologie, puisque il s'agit de boire de l'urine, mais enfin faussement de l'urine, puisque c'est du vin en fait, mais l'obscénité scatologique en fait déguise l'obscénité sexuelle, puisqu'encore une fois, toutes les plaisanteries sur le fait que Lucille ne pisse pas assez aboutissent à la conclusion qu'il va falloir déboucher la pauvre pisseuse. Et à ceci s'ajoute évidemment l'éloge des plaisirs de la vie, en particulier de l'amour, mais aussi du vin. Alors, du coup, je passe à ma deuxième partie sur l'école des femmes et Tartuffe. Toutes ces grivoiseries traditionnelles n'ont pas provoqué de scandale particulier. En effet, la tradition concède à la farce l'utilisation de la gauloiserie, car la farce appartient à une culture populaire, et à l'époque, il semble normal que le peuple soit soumis à ses appétits animaux. En revanche, ce qui fait scandale, c'est quand Molière intègre le matériau sexuel de façon totalement nouvelle et provocatrice dans des comédies à prétention élevée, écrites en 5 actes, respectant les 3 unités, en vers alexandrin de cils toutes nues et sans aucun mot sale ou de geste lascif, apparemment. Alors, je commence par l'école des femmes. Molière signale lui-même, dans la critique de l'école des femmes, un certain nombre de passages équivoques, quand la prude Climène dit son dégoût pour la pièce. Je cite, « Les enfants par l'oreille m'ont paru d'un goût détestable, la tarte à la crème m'a affaibli le cœur, et j'ai pensé vomir au potage. » Alors, les 2 premières de ces allusions viennent de l'acte 1, scène 1, quand Arnolphe explique à Chrysalde l'éducation qu'il a fait donner à Agnès et comment il l'a rendue idiote. Pour exposer le but de son entreprise, il explique « Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon et qu'on vienne à lui dire à son tour qui mettons, je veux qu'elle réponde une tarte à la crème, en un mot qu'elle soit d'une ignorance extrême. » Alors, le jeu du corbillon, c'est un jeu de société qui consiste à demander des mots qui riment en « on ». Donc, c'est quand même relativement simple. Mais ici, dans le contexte, l'un des mots les plus évidents qui pourrait venir en tête, c'est le mot « con ». Et comme le corbillon est un panier, il évoque lui aussi, par métaphore, le sexe féminin, ce qui rend obscène la question d'Arnolphe, qui mettons. Quant au fait qu'Agnès ait demandé à Arnolphe si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille, c'est pas seulement la preuve de son innocence, c'est aussi une parodie du catéchisme, puisqu'Agnès tient cette idée de la conception virginale de Marie, qui a conçu le Christ en écoutant l'annonce de l'ange Gabriel. La troisième obscénité, Philippe nous l'a cité, c'est Alain qui tente d'expliquer à Georgette la jalousie d'Arnolphe et qui du coup compare les femmes au potage et au fait que les hommes n'aiment pas qu'on y trempe leurs doigts. Mais ce qui va être le plus discuté, admiré, condamné et repris dans tous les textes de la querelle de l'école des femmes, parce que tous les auteurs vont la copier et la reprendre d'une manière ou d'une autre, c'est la fameuse scène 5 de l'acte 2, la scène du leu. Pardon, j'ai sauté quelque chose, là je m'aperçois, c'est que... Oui, non, j'ai rien sauté du tout. Donc, dans cette scène, Arnolphe soumet Agnès à un véritable interrogatoire en faisant mine de rien, et les réponses qu'Agnès lui donne le mettent au supplice, car au lieu de dissimuler, Agnès lui raconte tout avec une extrême franchise.
Elle commence par le célèbre « Le petit chat est mort », qui est déjà une équivoque, car le chat évoque par homonymie le chat CHAS, c'est-à-dire comme dans le chat de l'aiguille, la fente. Donc le petit chat est mort, ça annonce déjà ce qu'Arnolphe redoute le plus, c'est-à-dire la perte de la virginité d'Agnès. Agnès poursuit son récit en racontant sa rencontre au balcon avec Horace et les échanges de révérences qu'ils se sont faits et qu'elle n'a osé interrompre de peur de manquer à la civilité. Je vous ai mis le texte là sous les yeux, mais je ne vais pas le lire pour aller plus vite. Et du coup, derrière le gag de l'innocence, qui ne comprend pas qu'elle se fait draguer, et derrière le gag de ces révérences qui se font comme ça et qui, sans jamais s'arrêter, se profile l'image de deux corps qui rentrent en accord, à distance certes, dans un mouvement de va-et-vient, rythmé, proche de la danse, mais aussi du rapport sexuel. Vous avez là sous les yeux, par exemple, il passe, vient, repasse, et tous les jours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Donc voilà, le petit chat est mort, et puis le texte que vous avez sous les yeux. Et enfin arrive l'équivoque célèbre, c'est le moment où Agnès se trouble, hésite en disant « il m'a pris le », ce qui provoque l'inquiétude d'Arnolphe, qui contribue à retarder la révélation parce qu'il la presse de questions, et elle finit par avouer « il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné ». Molière ici a un coup de génie, parce qu'il retourne totalement le procédé de l'équivoque. D'habitude, c'est l'homme qui adresse des paroles équivoques à une femme et qui provoque le rire parce qu'elle n'a pas compris ou parce qu'elle a compris mais qu'elle ne le dit pas. Alors qu'ici, c'est le contraire. C'est la jeune fille pure qui, sans s'en rendre compte, est à l'origine de l'équivoque. Et le mot équivoque, est en plus un mot totalement vide de sens, un simple article défini, privé du nom qu'il est censé déterminer. Molière peut revendiquer la pureté de sa pièce, parce qu'Agnès n'a rien dit d'autre qu'une phrase tout à fait anodine, il m'a pris le ruban, elle n'a aucune intention impure quand elle parle, et en fait c'est Arnolphe qui provoque l'équivoque, par sa question qui elle-même a teneur sexuelle, ne vous a-t-il point pris Agnès quelque autre chose? Et on sait en plus que Molière, qui joue Arnolphe, souligne l'interprétation sexuelle de la scène par toutes les grimaces qu'il fait lorsqu'il écoute Agnès. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette citation-là que j'ai sautée quelque part. Juste avant, c'est Agnès qui raconte la cour que lui fait Horace. Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue, certain je ne sais quoi dont je suis tout ému. En général, on joue ça en montrant son bas-ventre. Cette phrase, en fait, confirme qu'on fait les enfants par l'oreille, en tout cas qu'on les fait d'abord par l'oreille. L'érotisme commence par les compliments d'amour. Donc Agnès avait bien raison. Alors, je passe à Tartuffe, dans lequel Molière a l'audace d'inclure deux scènes, dans lesquelles Tartuffe tente d'assaillir sexuellement Elmire. Et alors déjà, une, c'est gros, mais deux, ça fait beaucoup. Et contrairement à ce qu'il y avait avant dans les scènes de jaloux qui s'imaginaient voir sa femme copuler dans les coulisses, cette fois, la scène a lieu sur le plateau. Et en plus, elle est bien réelle, parce qu'elle n'est pas fantasmée par les obsessions du jaloux, ce qui se passait avant. Le pire, c'est que chaque fois, la scène s'inscrit dans un dispositif voyeuriste, puisque Damis épie et interrompt la première scène, et que la deuxième scène est épiée par Orgon, qui tarde trop avant d'interrompre la scène. Donc cette scène, c'est la scène 5 de l'acte 4, dans laquelle Molière multiplie les provocations. La première audace consiste dans l'inversion des sexes. Étant donné que Tartuffe est échaudé par son premier échec, c'est Elmire qui est obligée de prendre l'initiative des avances sexuelles. Et du coup, c'est elle qui recourt à une rhétorique ambiguë, digne de la plus scandaleuse galanterie, donc c'est elle qui fait les équivoques, et cette fois-ci volontairement, et pas involontairement comme Agnès. Et du coup, ça remet en question l'un des fondements de la société du XVIIe siècle, c'est-à-dire l'obligation de chasteté des épouses chrétiennes. La deuxième audace, c'est ce que François Le Cercle appelle la titillation érotique, ou jusqu'où elle est trop loin. En fait, Molière manipule les attentes du spectateur en plaçant comme horizon d'attente de la scène un acte sexuel réalisé à la vue de tous, ce qui est totalement impossible. Et il retarde le plus possible l'intervention d'Orgon. Du coup, il laisse planer le doute sur le fait que la scène interdite
pourrait bien peut-être quand même être représenté, avant de l'interrompre in extremis. François Le Cercle dit que Molière joue sur le trouble délicieux que l'on peut éprouver en attendant la réalisation d'un désir voyeur, tout en sachant que c'est impossible. Alors, il y a une troisième audace qui se cache dans le double discours d'Elmire. Elmire, par une feinte pudeur, utilise le « on » pour parler à Tartuffe, tout en s'adressant indirectement à Orgon. Elle feint de parler à Tartuffe, mais en fait, elle demande à Orgon d'intervenir. Mais lorsqu'on associe la conjonction « que » au pronom « on », ça devient « con ». Et du coup, le discours se trouve contaminé par les syllabes qui désignent le sexe féminin, le con, auquel va vite se rajouter une autre syllabe, le vi, c'est-à-dire le sexe masculin. Alors, du coup, je vous mets ici Elmire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte à soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. Tartuffe, lorsqu'il revient à la scène 7, redit la même chose. « Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve et mon âme ravie. » Et là, il se fait interrompre par Orgon. Alors, j'en arrive à ma troisième partie, les enjeux de l'obscénité chez Molière. Alors, ces enjeux, il y en a essentiellement deux. Le premier, c'est la défense du théâtre et du plaisir des spectateurs. Et la deuxième, c'est la défense des plaisirs corporels naturels. Donc, les adversaires de Molière ont bien senti qu'il ne s'agissait plus là de simples allusions égrillardes, comme on en trouve dans la farce, mais que ces provocations s'inscrivaient dans des intentions polémiques. Du coup, l'obscénité qui était physique devient une obscénité morale. L'enjeu de la polémique, je vous l'ai dit, c'est d'abord la défense du théâtre contre les théâtrophobes qui veulent interdire le théâtre, et c'est ensuite la remise en question des interdits religieux qui sont liés au plaisir du corps. Alors, face à la censure religieuse et morale, Molière avait le choix entre deux attitudes. Soit opter pour la position défensive et protester de la pureté de ses intentions, castigat ridendo mores, la comédie est là pour enseigner la vertu. Mais cette position, elle a un double inconvénient. La première, c'est que la dénégation peut vite passer pour une forme d'aveu involontaire. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Théophile de Viau, qui a nié la paternité de son poème et qui a quand même été condamné. Et puis, se poser en professeur de vertu, ce n'est pas un très bon moyen d'attirer le public. Du coup, Molière fait le choix d'une deuxième défense qui est l'attaque. Il passe à l'offensive parce qu'il se sent suffisamment protégé par Louis XIV pour pouvoir jouer la provocation et mettre en scène précisément ce qu'on lui reproche, mais de façon habile. Et du coup, il met en place ce que François Le Cercle appelle une stratégie de l'obscène. Dans cette stratégie de l'obscène, l'école des femmes et la critique de l'école des femmes forment une étape très importante. Dans la critique de l'école des femmes, Molière renvoie d'abord ses accusateurs à la vacuité de leur accusation. C'est ce que dit Élise, « Obscénité est peut-être le plus joli mot du monde, mais ça ne veut rien dire. » Et puis surtout, il va renverser l'accusation contre ses accusateurs. C'est ce que dit Uranie, qui conteste les propos de Climène, qui trouve la pièce obscène. Uranie dit à Climène, elle, Agnès, ne dit pas un mot qui de soi ne soit fort honnête, et si vous voulez entendre dessous quelque autre chose, c'est vous qui faites l'ordure et non pas elle, puisqu'elle parle seulement d'un ruban qu'on lui a pris. Alors certes, c'est complètement de mauvaise foi, et Climène va répondre que le n'est pas mis pour des prunes, mais Molière peut prétendre qu'en fait, ce sont ceux qui écoutent qui sont obscènes. Et en fait, c'est très vrai, parce qu'il souligne que l'obscénité, dans ces jeux d'allusion, est un phénomène d'écoute et de regard, donc un phénomène de réception du spectateur. Donc en fait, Molière affirme la même chose que les fémènes qui ont manifesté au musée d'Orsay en septembre dernier, l'obscène est dans vos yeux. Ce sont les censeurs de l'obscénité qui sont obscènes. Et du coup, la croisade des dévots pour la moralité publique
et leur censure acharnée des moindres écarts est présentée comme une forme d'obsession sexuelle malsaine. Alors, l'obscénité des censeurs, c'est ce que vise à démontrer l'école des femmes. En effet, Agnès, elle est parfaitement pure. Elle a été éduquée en dehors de la connaissance du bien et du mal, comme une bête, donc elle est à l'état de nature. D'une certaine manière, elle anticipe le bon sauvage du XVIIIe siècle, même si en elle se concilient la nature et la civilité qui fait d'elle une honnête femme, selon les critères sociaux du XVIIe siècle. Donc, elle est la femme à l'état de nature, donc bonne naturellement, avec des désirs sensuels qui apparaissent comme tout à fait bons et naturels. Alors qu'au contraire, le seul qui a des pensées obscènes et qui les signale par ses grimaces, c'est Arnolphe. C'est lui qui a proféré les premières obscénités de la pièce, en évoquant le corbillon et les enfants par l'oreille. Philippe nous a signalé que les maximes du mariage qu'Arnolphe fait lire à Agnès sont pleines d'obscénité. Et puis surtout, elle montre comment Arnolphe utilise la religion comme un instrument d'oppression. Et Arnolphe apparaît comme le censeur, le dévot censeur, dès la première scène, enfin dès la scène 1 de l'acte 1, puisque face à Chrysalte, il se présente comme le censeur des vices de son temps, des femmes infidèles et des maris complaisants ou bernés. Du coup, Arnolphe, c'est le précurseur de Tartuffe. Sauf que c'est un bourgeois, donc on voit moins la provocation, c'est pas encore quelqu'un qui ressemble à un directeur de conscience. Et puis, surtout, quand Arnolphe constate qu'Agnès lui échappe, il va se livrer aux excès de la passion les plus ridicules qui font de lui l'inverse de l'honnête homme, c'est-à-dire l'homme livré à ses passions et à ses pulsions. Jacques Lassalle met ça en scène de manière très jolie. À un moment où Arnolphe se met sur son fauteuil et se met à embrasser son fauteuil de façon très étrange, mais aussi à la fois très infantile, mais aussi très infantile, mais aussi très érotique. Et puis il y a la fameuse scène à la fin où Arnolphe, comprenant qu'il a perdu Agnès, craque et se met à lui faire toutes les promesses d'un amant ridicule, et ces promesses, elles sont totalement sexuelles. Alors je vais essayer, je l'ai perdu, mais je vais essayer de vous retrouver cette scène mise en scène par Jacques Lassalle. On fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix, va, petite traîtresse, je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi, et me voyant si bon, en revanche, aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard mourant, contemple ma personne et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne. Oh, mais c'est quelque sorte qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi, sans cesse, nuit et jour. Je te caresserai, je te bouchonnerai, baiserai, mangerai. Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique point, et cela c'est tout dire, jusqu'où la passion peut-elle faire aller. Enfin, à mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oh, oui, dis si tu le veux. Je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. Voilà. Du coup, voilà, on voit bien que Agnès concilie l'état de nature et la civilité. Elle est l'honnête femme, alors que c'est Arnolphe qui est
le contraire de l'honnête homme, c'est-à-dire l'homme qui s'abandonne à ses passions et à ses pulsions, ce qui l'entraîne dans les désordres de la passion, que condamnent les censeurs précisément. Molière poursuit cette stratégie de retournement de l'accusation d'obscénité contre les censeurs et il la développe dans Tartuffe, puisque là on va voir le censeur dévot qui dit à Dorine « Cachez ce sein que je ne saurais voir », qui laisse ensuite éclater ses désirs lubriques. Et ensuite il poursuit cette même stratégie dans Don Juan, mais en l'inversant, puisque Don Juan a le parcours inverse de celui de Tartuffe, puisqu'il passe du rôle de libertin à celui de dévot. Mais dans les trois cas, dans ces trois pièces, l'attaque est la même. Ce sont les censeurs de l'obscénité, qui sont des obsédés sexuels, qui cherchent du sexe partout et de l'obscène partout, même dans ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire le plaisir sensuel ou le plaisir érotique. Et alors on retrouve la même stratégie de renversement dans les femmes savantes. En effet, les femmes savantes prétendent de castrer le langage en supprimant des mots du dictionnaire, tous les mots qui contiennent des syllabes en con et en vie. C'est Philaminde qui le dit, il faut supprimer ces mots dont les syllabes sales qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales. Mais quand arrive l'acte 3, scène 2, c'est-à-dire la fameuse scène où elles écoutent, les femmes savantes s'extasient bruyamment sur les beautés du sonnet de Trissotin, en fait, on assiste à une véritable scène d'orgasme. C'est-à-dire que ces femmes qui prétendent mépriser les plaisirs de la chair et l'avoir remplacé par des plaisirs plus hauts, qui sont des plaisirs intellectuels et spirituels de la littérature, en fait, on voit qu'elles sont rattrapées par leur pulsion. Alors, scène d'orgasme, parce qu'elle multiplie les réactions d'extase, les A et les O qui peuvent être joués évidemment de façon très érotique. Et puis surtout, leurs phrases sont complètement perverties par l'usage d'un vocabulaire galant, qui est le vocabulaire de l'équivoque. Par exemple, Philaminte, « On sent à ses vers jusqu'au fond de l'âme, couler je ne sais quoi, qui fait que l'on se pâme. » Et puis surtout, au vers 810, les trois vont l'avouer, on n'en peut plus, on pâme, on se meurt de plaisir. Mais cette scène de l'acte 3, scène 2, qui d'ailleurs, Molière l'avait déjà utilisée dans les précieuses ridicules, lorsque Cato et Madelon s'extasient devant l'impromptu de Mascarille, cette scène de plaisir littéraire peut aussi être vue de façon positive, comme un éloge ironique du plaisir des spectateurs. Puisque là, on nous met en scène de façon très exagérée, hyperbolique, le plaisir des spectatrices face à la récitation de ce poème. Et du coup, Molière, avec ces scènes, établit un lien entre le plaisir théâtral et le plaisir sexuel. Et d'ailleurs, le « je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme » de Philaminte fait directement écho au « je ne sais quoi qui là-dedans me remue » d'Agnès. Alors, c'est l'universitaire américaine Deborah Blocher qui, dans un des articles de la revue Littérature classique que je vous citais en introduction, qui propose une lecture allégorique de l'école des femmes, dans laquelle la découverte du plaisir sensuel par Agnès pourrait être vue comme une image de la découverte du plaisir théâtral par le public, ce plaisir que les théâtrophobes condamnent et veulent interdire. Et le tout aboutit à la conclusion imparable d'Agnès, le moyen d'empêcher ce qui fait du plaisir. Et cette lecture de l'école des femmes est confirmée par la critique de l'école des femmes, parce que la critique de l'école des femmes établit aussi une analogie entre plaisir sexuel et plaisir théâtral. Dans un célèbre passage de la scène 6, Dorante s'emporte contre les règles des théoriciens du classicisme, les fameuses règles prétendument tirées d'Aristote. Je vous le lis. « Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire. Et si une pièce de théâtre, qui a attrapé son but, n'a pas suivi un bon chemin? Veut-on que tout un public s'abuse sur ces sortes de choses et que chacun n'y soit pas juge du plaisir qu'on y prend? » Donc Dorante revendique la liberté de juger par soi-même de son plaisir. Et du coup, il établit une sorte d'équivalence entre les pédants qui n'acceptent pas qu'une pièce de théâtre puisse plaire sans respecter les règles de l'Académie française. Je crois d'ailleurs que Corneille, dans un de ses discours, avait dit qu'une pièce qui ne respecte pas les règles ne peut pas plaire. Et ce que dit Dorante ici fait écho à ce que disait tout à l'heure Sganarelle en médecin, c'est-à-dire les médecins qui s'offusquent que les malades
ne meurt pas selon les règles de l'Académie de médecine. Quand même, il faut mourir selon les règles, de même qu'au théâtre, il faut plaire selon les règles, on ne peut pas faire autrement. Et ce thème des règles nous ramène aussi à d'autres amateurs de règles que sont les dévots, avec leur censure morale. Donc on a une équivalence en fait qui s'établit entre censure morale et censure médicale. D'ailleurs, soit dit en passant, la médecine pendant très très longtemps a été l'appui du discours moral de la religion. La médecine, je crois, jusqu'au XIXe siècle, a prétendu que la masturbation était mauvaise pour la santé. Donc les médecins sont venus apporter des arguments pseudo-scientifiques aux règles religieuses. Donc Molière établit un équivalent entre ces trois types de censure, la censure médicale, la censure morale et la censure artistique, littéraire, théâtrale des doctes, des théoriciens. Et on le voit parce que Dorante continue sa harangue en déclarant « Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les entrailles et ne cherchons point de raisonnement pour nous empêcher d'avoir du plaisir. » Quand Dorante parle des choses qui nous prennent par les entrailles, eh bien, là encore, il signale de façon discrète, évidemment, le lien entre le plaisir du théâtre et le plaisir sexuel. Et puis, il répète en disant « Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les entrailles et ne cherchons point de raisonnement pour nous empêcher d'avoir du plaisir ». En fait, il répète ce qu'a dit Agnès, c'est-à-dire le moyen de chasser ce qui nous fait du plaisir. Donc, l'école des femmes, comme la critique de l'école des femmes, viennent dire le triomphe de la nature et du plaisir, qu'il ce plaisir soit sexuel ou qu'il soit théâtral, qui de toute façon viendra à bout des pédants et des dévots, parce que le plaisir et la nature sont une force contre laquelle on ne peut pas résister. Alors cette équivalence entre plaisir sexuel et plaisir du théâtre, cette métaphore en fait, ou cette comparaison, est trop hardie pour que Dorante puisse la filer. Du coup, Dorante continue en prenant une équivalence culinaire. C'est justement comme un homme qui aurait trouvé une sauce excellente et qui voudrait examiner si elle est bonne sur les préceptes du cuisinier français. Sauf qu'il se met à parler de cuisine, mais la distance entre plaisir de la table et plaisir de la sexualité n'est évidemment pas très loin, et on se souvient que le potage d'Alain avait déjà établi un rapport entre la gourmandise et la luxure. Donc en fait, Molière oppose aux règles qui tuent le plaisir, que ce soit des règles esthétiques, médicales ou morales, un éloge du plaisir, qui soit théâtral, culinaire ou sexuel. Et pour terminer, je voudrais évoquer un autre texte de Molière, dont on peut faire une lecture métathéâtrale, c'est le célèbre éloge du tabac, qui, je vais garder un petit peu mon suspense, j'espère que vous n'avez pas lu encore, le célèbre éloge du tabac de Don Juan. Vous savez que Tartuffe vient d'être interdit, et Molière remonte en scène, et le premier qui parle, c'est Molière, qui joue le rôle de Sganarelle, et qui commence par « Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac ». Donc, un célèbre discours qui est une phatrasie, c'est-à-dire un discours sans queue ni tête, qui est une parodie de discours pédant, qui invoque Aristote pour dire tout et n'importe quoi, puisqu'en particulier le tabac est arrivé en Europe au XVIIe siècle, donc Aristote n'a pas pu en parler. Mais si on remplace le mot tabac par le mot théâtre, qui est quand même bien plus approprié quand on parle d'Aristote, alors cette phatrasie s'éclaire. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au théâtre, c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans théâtre n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, on retrouve ici l'allusion à la catharsis, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Alors je conclus en montrant qu'en effet, les censeurs ont raison. L'obscénité physique, qu'elle soit scatologique ou sexuelle, elle débouche sur l'obscénité morale, c'est-à-dire la remise en cause de la religion. Car défendre la dignité des plaisirs du corps, que ce soit ceux de la nourriture, de la sexualité ou du théâtre, c'est remettre en cause les règles morales ascétiques de la religion. Et s'attaquer aux censeurs, et attaquer les censeurs comme Arnolphe, et attaquer les règles, qu'elles soient morales, esthétiques ou médicales, au nom de la nature, c'est-à-dire Agnès,
c'est finalement se rapprocher très dangereusement de la thèse du libertinage. Parce que les libertins affirment que toute religion est une imposture destinée à maintenir les pouvoirs en place. Et que toutes les lois, qu'elles soient religieuses, civiles, enfin religieuses ou civiles, n'ont aucune légitimité. La seule loi ou les seules lois auxquelles il faut obéir, ce sont les lois de la nature. Et alors du coup, je laisse le mot de la fin à Molière qui, dans sa première pièce, L'étourdi, dit, dans son rôle de Mascarille, « D'un censeur des plaisirs ai-je fort l'encolure, et Mascarille est-il ennemi de nature ?» Voilà, je vous remercie. Merci Sever. Alors, on a le temps d'échange. N'hésitez pas à poser des questions après cette très belle démonstration. Et ce lien en particulier, le passage de Don Juan sur le tabac et le théâtre, j'avoue, m'a beaucoup plu. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je regarde. Ce passage sur le théâtre, c'est Laurent Nunez, qui n'est pas le ministre de l'Intérieur, enfin le secrétaire d'État à l'Intérieur. C'est un autre Laurent Nunez qui a publié un livre qui s'appelle « L'énigme des premières phrases », dans lequel il analyse les premières phrases d'un certain nombre de textes célèbres. Sait-on jusqu'où allait le jeu et la mise en scène à l'époque de Molière dans l'assaut de Tartuffe sur Elmire? Alors, je suis désolé parce que je ne suis pas du tout spécialiste de Molière. Du coup, je ne peux vous dire que ce que j'ai à peu près, enfin ce que j'ai lu dans les textes que je vous ai cités ou ce que j'ai, enfin, il y a aussi des choses que j'ai trouvées comme ça en relisant les textes. Donc, je ne sais pas. Ce qu'on sait vraiment, c'est que Molière est vraiment un acteur qui fait des grimaces, enfin qui a un jeu très très expressif. Mais alors, jusqu'où allaient les attouchements, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et du coup, est-ce qu'on peut prolonger la question par rapport aux mises en scène que tu as pu regarder, que ce soit en visio, enfin en captation ou autre, sur cette question-là? Est-ce qu'on a une histoire de la mise en scène de cette scène? Oui, tout à fait. Ben, je ne sais pas, parce que là, si toi tu veux y répondre, je te laisserai. Parce que... Alors, non. J'ai pas eu le temps de creuser plus que ça. D'accord. Non, j'ai pas de réponse en fait. Ouais, à creuser. On peut imaginer qu'avec Ludovic Lagarde, mais il n'a pas mis en scène Tartuffe, il a mis en scène Lavare, ça irait très loin. Mais enfin, très loin, c'est quand même relatif, ils sont en sous-vêtements, ils ne sont pas nus. C'est vrai. Parce que là, oui, en termes de sous-vêtements, on avait aussi Braunschweig avec la fameuse scène de l'école des femmes oui, tout à fait. Qu'on a revue il n'y a pas très longtemps, justement, où il est quand même aussi, justement, très dévêtu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si, peut-être sur l'histoire de la mise en scène de Tartuffe, ce qui est intéressant, c'est que il y a pendant on a souvent joué Tartuffe comme un vieux habillé en noir, évoquant, enfin, avec un col de clergyman ou quelque chose comme ça, et du coup évoquant un vieux dégueulasse, en fait, un vieillard lubrique, et qui, comme l'Arnolphe là, ne fait pas du tout envie à sa pauvre victime. Il y a des mises en scène très intéressantes, en particulier celle de Planchon, je crois, qui imagine que Tartuffe est jeune et séduisant. Et chez Vitesse aussi, il est jeune et séduisant, et du coup, la question, elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus troublante, parce que on imagine bien qu'Elmire n'a pas envie de faire l'amour avec un vieux lubrique, un vieillard vert. Par contre, si le jeune homme est séduisant, à ce moment-là, la tentation devient beaucoup plus forte. Et du coup, oui, il y a une image très très belle chez Vitesse. Vitesse leur fait faire beaucoup d'acrobaties. Et donc, il y a un moment où Elmire se retrouve allongé sur la table, la tête en bas, les bras écartés, quasiment offertes, avec Tartuffe qui le plonge dessus. Donc, ça peut aller très loin, en effet. Et il y a deux remarques, celle d'Isabelle Evenard sur la mise en scène de Mesguich, Daniel Mesguich, donc il avait fait le lien entre tabac et théâtre dans la scène de Don Juan, donc où Sganarelle hésite à dire tabac et montre le théâtre. Ah, très bien. Voilà. Donc voilà, c'était... Et chez Bauzonnet, Eric Genovese finissait nu sur la scène. Eh oui.
Est-ce qu'on sait, est-ce que tu sais, mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion de parcourir ça, mais si justement ce caractère obscène a pu poser problème, j'allais dire en particulier au 19e siècle. C'est-à-dire que siècle peut-être plus bourgeois où les valeurs morales ont à nouveau pris un essor, mais cette fois-ci dans une lecture bourgeoise. Est-ce que ça a pu poser problème sur justement cette utilisation des textes de Molière, des mises en scène de Molière? Alors ça non plus, je ne sais pas. La seule chose que je sais, mais ça c'est Jouvet qui le dit, c'est que l'interprétation de qui est Tartuffe, elle a tout le temps changé en fait. À une époque c'était un janséniste, à une époque c'était un jésuite. Il est devenu le corbeau au moment de la crise anticléricale. Donc en fait chaque époque a projeté ses obsessions sur Tartuffe, mais sur la question de l'obscénité dans Tartuffe au 19e siècle, j'en sais rien du tout. D'accord. Je ne sais pas que si quelqu'un, parce que c'est une question voilà, qui évidemment pourrait être intéressante, puisque il me semble que ce n'est pas forcément le texte qui était le plus mis en scène justement au 19e. Donc c'est pour ça que je posais la question, mais je ne sais pas si tu as quelque chose là-dessus. Je ne sais pas. Si, quand même, Ouais. J'ai pas de réponse précise parce que j'ai pas étudié, mais là, ce que dit Jouvet, c'est que quand même chaque époque s'est intéressé à la question religieuse et du coup a projeté ses propres obsessions sur Tartuffe. Ce qui fait que Tartuffe a complètement changé de sens en fait. La version, enfin une des versions les plus, à Tartuffe, il est même devenu communiste. Et ça, c'est Vitesse en fait. Parce que pour Vitesse, c'est pas Tartuffe le méchant. Le méchant, c'est la famille bourgeoise qui exclut le pauvre. Le pauvre qui n'a pas d'autre solution pour monter dans la société que d'essayer la religion. Donc en fait, Tartuffe, c'est un arriviste, mais parce qu'il est pauvre. Et la famille bourgeoise se ligue contre lui pour l'expulser. Et pour Vitesse, en fait, Vitesse fait un lien avec Pasolini. Mont Blanc, tout d'un coup, ce film où il y a un jeune homme qui rentre dans une famille bourgeoise et tout le monde tombe amoureux. Théorème. Vitesse voit Tartuffe comme le héros de Théorème. C'est-à-dire celui l'élément exogène qui rentre dans la famille et la famille bourgeoise et qui fait éclater l'obscénité de la famille bourgeoise et du coup il la fait éclater en fait. Oui. Le lien, en effet. Alors, je vois qu'il y a une question là sur l'étymologie du mot obscène. Alors là, je peux... oui, bien sûr, la pulsion scopique, bien sûr. Mais alors, sur l'étymologie du mot obscène, ça, je peux vous répondre parce que j'ai travaillé là-dessus. Le mot obscène, enfin obscenus en latin, on ne connaît pas son étymologie. Mais il y en a trois possibles. La première, c'est caenum, qui veut dire la boue, la fange, l'ordure. Donc, en gros, la pourriture, l'excrément, tout ce qui dégoûte, tout ce qui risque d'être contagieux, de tuer, en fait. La deuxième racine, ça serait scaevus, qui veut dire, qui porte malheur. Donc, on n'est pas très loin, en fait. Et l'étymologie scaena, ob scaena, elle plaît beaucoup parce qu'évidemment, on a vu que le mot obscène est apparu en France dans un contexte de débat autour du théâtre et de l'obscénité du théâtre. Donc, on a voulu dire que obscène, c'est ce qu'on ne peut pas représenter sur la scène, sauf que le préfixe ob, il veut dire devant, et du coup, on ne comprend pas trop pourquoi obscène, c'est ce qui ne pourrait pas être montré sur la scène. Donc, il y a même des gens qui disent le contraire. L'obscène, c'est ce qu'on montre sur la scène, ce qui est devant la skéné, donc le fond de scène. Donc, donc le rapport entre obscène et scaena, la scène, il fait beaucoup plaisir, mais il est probablement faux, en fait. Mais ça permet plein de jeux de mots, et évidemment, d'exploiter la rhétorique dans tous les discours que l'on peut tenir. Voilà. Et oui, évidemment, il y a un rapport entre pulsion scopique et obscénité, puisqu'au fond, et c'est d'ailleurs ce que dénonçaient les adversaires de la peinture ou du théâtre, c'est qu'en fait, on met des corps en pâture au regard. Et donc, pour eux, le théâtre même chaste est fondamentalement obscène. Enfin, intrinsèquement, radicalement obscène. Radicalement obscène, j'ai une idée là qui me
Il vient de m'échapper, je voulais rajouter quelque chose. Non, ça ne me revient plus. Pulsion scopique, le théâtre obscène, radicalement obscène. Oui, bah non, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a... Alors, dans les bacchantes, le lien entre l'obscène et le scopique est assez évident. Oui. Bien sûr. Mais alors là, la pulsion scopique, en effet, mais on la voit beaucoup. C'est donc le roi de Thèbes qui s'est déguisé en femme et qui épie les femmes au moment des bacchanales, donc au moment où elles sont en train de se livrer à toutes sortes de débats interdits, innommables et indicibles, enfin en tout cas, et donc qui est violemment puni pour ça. Mais la pulsion scopique, on la voit dans beaucoup de scènes, c'est aussi dans Néron, enfin dans Britannicus, lorsque Néron épie Junie, et puis la fameuse scène où il lui demande où il est caché derrière une colonne et il lui demande de... Ah oui, je sais, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Les adversaires du théâtre au XVIIe siècle formulent ce paradoxe que le plus dangereux, c'est pas la farce. C'est-à-dire un théâtre qui est ouvertement obscène, ben on le sait que c'est obscène. Le plus dangereux, c'est le théâtre honnête. C'est-à-dire que plus le théâtre est honnête, plus il est dangereux parce qu'il cache son jeu. Donc en fait, voilà, l'obscénité, c'est très très extensible parce que pour certains, c'est le théâtre dans son ensemble qui est obscène, et pour les réformateurs, c'est juste quelques passages qui sont obscènes, et pour Molière, ce sont les censeurs qui sont obscènes. Voilà.